Bonjour, alors coup de pouce est aujourd'hui à l'église Saint-Boniface. Alors, dans l'église Saint-Boniface, en fait, ça fait 3 mois qu'il y a des demandeurs d'asile qui sont là et qui militent pour essayer d'avoir leurs papiers. Alors ils vivent dans des conditions complètement précaires, donc comme on peut imaginer vivre dans une église. Il faut absolument les aider, il faut faire bouger les choses et il faut que le gouvernement fasse des choses pour aider ces gens et surtout qu'ils viennent voir comment ça se passe la vie dans l'église et qu'on arrête de nier ces gens. Alors pour introduire un peu le sujet, on va vous diffuser un petit extrait du court-métrage Transit. Jusqu'il y a environ 1,5 million d'années, les premiers hominidés ne quittent pas le foyer africain. Mais les raisons climatiques et alimentaires poussent les populations à migrer vers des zones où ils pourraient pratiquer cueillette, chasse et pêche. Ensuite, grâce au recul de la glaciation, l'homme traverse le continent asiatique il y a 40 000 ans, pour rejoindre d'une part les régions océaniennes et le continent américain via le détroit de Bering. L'homme perpétue le nomadisme tant qu'il ne trouve pas de terre fertile et accueillante. Après sédentarisation, les premières grandes civilisations apparaissent 2000 ans avant Jésus-Christ. La Chine, l'Égypte, l'Inde, la Mésopotamie, etc. Celtes, Germains, Slaves, Ariens, Perses et autres se bousculent de la mer du Nord à l'océan Indien à travers conquêtes, guerres et déplacements de population. On parlera plutôt d'invasion que de migration. 2 siècles avant Jésus-Christ, Rome commence à envahir le monde et étend son empire en 200 ans de la Méditerranée aux frontières de l'Empire germain. Au IVe siècle, les Huns débarquent et les autres reculent. Les Vandales, les Francs, les Lombards, les Angles, les Saxons, les Burgondes, les Visigoths, les Ostrogoths se répandent dans l'ex-empire romain. Les Arabes envahissent le sud de la Méditerranée et iront jusqu'en Espagne. En Europe, se succèdent les empires francs et carolingiens. À la fin du XIe siècle, une forme particulière de tourisme voit le jour. Les croisades, qui perpétuent un processus à l'œuvre depuis un certain temps, l'évangélisation. Cette évangélisation va se mêler aux intérêts économiques à travers les colonisations qui commencent au XVe siècle, avec notamment l'invention du Nouveau Monde. Au XVIIe siècle, après l'installation des Anglais en Amérique du Nord, une forme de migration forcée s'intensifie avec la traite des Noirs à grande échelle vers le continent américain. Ce même continent attira une foule d'Européens au cours du XIXe siècle. Les migrants sont sélectionnés à leur arrivée dans une petite île au large de New York, Ellis Island. On assiste alors à la naissance du phénomène migratoire comme on le connaît aujourd'hui. En Europe, on migre aussi. Par exemple, des milliers de Belges viendront travailler en France, avant de se faire expulser violemment comme des malpropres. La révolution industrielle et le XXe siècle donneront lieu à l'invention de nouveaux moyens de transport, plus rapides et plus fiables. Bateaux, voitures, avions, sous-marins, trains, etc. Les distances se réduisent. Le XXe siècle est aussi le terrain de révolutions diverses et de 2 grandes guerres mondiales qui bousculeront les populations à travers exode et déportation. Un mot deviendra familier, celui de diaspora lorsqu'on évoque les Juifs, mais aussi les Arméniens ou même les Chinois. Dans les années 50, la reconstruction de l'Europe pousse les États à faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Un phénomène migratoire marquera les années 70, celui des boat people. Aujourd'hui, le flux d'immigration prend des formes diverses. Du sud au nord, vers l'illusoire Eldorado capitaliste de l'Occident, la fuite des cerveaux et de la main-d'œuvre spécialisée vers ce même Occident. Mais sachons-le, les plus grands flux migratoires ont lieu entre les pays en voie de développement. De son côté, l'Union européenne tente de réglementer ses arrivages et prend des allures de forteresse. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a de plus en plus d'étrangers sur la Terre. Quand vous êtes arrivé ici en Belgique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été accueillis? Oh, on n'est pas bien été, on n'a pas été bien accueillis en Belgique. Vraiment, franchement, ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on a réussi ici en Belgique. Et quand vous êtes arrivé ici, vous êtes arrivé directement ici à l'église ou qui vous a pris en charge? Comment ça s'est passé? En fait, je n'ai pas arrivé ici à l'église. La première fois, j'étais au Petit Château, j'ai fait une demande d'asile qui a été rejetée. J'ai duré dans ce pays, j'ai fait ici 7 ans. Donc alors, toujours on attendait une décision qui ne vient pas. Le ministre de l'Intérieur ne veut pas changer de loi, donc ce n'est pas dans notre faveur. C'est pour cela que nous aussi on a occupé cette église. Et maintenant votre situation elle est comment? Est-ce que vous refaites encore des demandes d'asile politique ou... Oh non, en fait maintenant on n'a pas besoin, on ne veut pas demander une demande d'asile politique, on veut être régularisé, comme les autres aussi.
qui lui donnent le faveur d'être régularisés. Les gens qui ont des cartes oranges, qui ont un permis de travail. Et nous, on est là, on n'a aucune carte, on n'a aucun séjour. Nous aussi, on a besoin d'être régularisés dans ce pays. Les raisons du départ sont diverses. La guerre, bien sûr, mais aussi la famine, la pauvreté, l'instabilité, les persécutions, la répression, la censure ou encore les mariages forcés. Dans de tels cas de figure, soit on se résigne et on encourt les dangers, quitte à y laisser sa peau, soit on décide de partir. Si on part, on peut en être empêché. Il faut alors trouver un moyen de sortir du pays. Dans ce cas, soit on arrive à se cacher dans un camion frigorifique ou dans un train d'atterrissage. Et là, soit on arrive à destination, soit le voyage s'interrompt avant terme. Soit on obtient un visa. Autrement, on peut trouver une filière clandestine. Si on embarque avec un passeur, il se peut que ce soit une escroquerie et on retourne à la case départ. Ou il se peut que le voyage tourne mal. Dans le meilleur des cas, on accoste sain et sauf de l'autre côté. Une fois arrivé, on peut devenir clandestin ou tenter d'obtenir des papiers. Mais la procédure est longue. Il faut trouver un moyen de survie. Et soit on trouve un travail légal, ou au noir et sous-payé, soit on est pris en charge par un centre d'accueil. D'autres encore se retrouvent dans des centres fermés. Au terme de la procédure, soit on obtient des papiers, soit on reçoit un avis d'expulsion, avec un recours éventuel. Dans ce dernier cas, soit on vit dans la clandestinité, soit on part volontairement. Sinon, on est rapatrié de force. Et là, il reste deux possibilités. Soit on revient effectivement à son point de départ, soit on est victime d'une bavure malencontreuse. Je voulais vous demander un petit peu ce que vous aviez à dire sur votre situation, sur ce que vous êtes en train de vivre. Para dizer a vossa situação, como que vocês estão a viver aqui, você tem uma coisa para dizer? Estamos a viver aqui na Igreja São Bonifácio. Para nós que nos encontramos aqui, é muito difícil, principalmente nós as mulheres. Me encontro grávida de 8 meses. Tem uma outra senhora que já teve o bebê. Vivemos nessas tendas, muito frio. Não temos lugar fixo que nós podemos dormir à vontade. Precisamos da ajuda do governo. O governo tem que fazer alguma coisa de nós. Regularizar as pessoas que estão aqui na Igreja São Bonifácio, porque estamos a sofrer muito. Vais traduzir. Donc elle dit, nous vivons ici dans l'église Saint-Boniface. Donc elle est enceinte de 8 mois. Et il y a une dame qui s'appelle Samia qui a mis au monde un enfant. Donc il y a beaucoup de froid dans l'église. Elle demande que les autorités belges puissent nous régulariser parce que nous vivons dans une situation précaire et nous n'avons pas de logement. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes à l'initiative de l'installation des ordinateurs qui sont là, donc pourquoi est-ce que vous avez... En fait, pour être plus précis, d'un des ordinateurs, donc, qui est celui-ci, qui est un ordinateur que j'ai décidé à la base de dédier aux enfants, plutôt dans la mesure où ils apprennent beaucoup plus rapidement que les adultes qui sont ici dans une situation très précaire. Les enfants sont en manque d'apprentissage, en manque de structure, et j'ai imaginé que les logiciels libres se prêtaient particulièrement à l'apprentissage de l'informatique. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai installé un ordinateur qui fonctionne uniquement à base de logiciels libres. C'est difficile de vous poser une question comme ça, mais comment vous ressentez le climat ici depuis 3 mois? Je pense qu'il se serre les coudes. Bon, moi je ne suis pas ça au jour le jour non plus. Je viens une fois par semaine et j'ai décidé de donner une aide très ponctuelle et très précise. Mais je vois que les enfants y répondent avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Et que malgré tout, ils s'apprennent les uns aux autres. C'est ça aussi le processus qu'on veut essayer de lancer. C'est que les enfants acquièrent suffisamment de connaissances que pour avoir un intérêt vis-à-vis de l'informatique, y compris s'ils retournent dans leur pays, qu'ils aient quand même déjà une base d'apprentissage, quelque chose qu'ils peuvent ramener chez eux. Et on a tout à fait les outils qui peuvent aider à ce genre de réinsertion éventuelle chez eux. Et puisque la question se pose cruellement et qu'il faut y répondre dans l'urgence, pourquoi pas essayer de faire d'une pierre deux coups, je dirais.
Tout de suite, on regarde un extrait du film Pour vivre, j'ai laissé, avec une rencontre d'un sans-papier régularisé et un nouvel arrivant. You get paper? No. Not yet. You're still living here? Yes, I'm waiting. It's very hard life here. I told you, I arrived to Belgium since 97 here. And I come from the airport, and then I think start with me the same life I had before, because also before I was in the center. Yes, I'm born in the center, and I spent all my life in the center. Yes. I'm born in the center. I was living about 29 years in this center. My parents, they have already 54 years in this center. And when I come to Belgium, I said maybe I can find my freedom, I can find my life. In the beginning, it was so hard. They keep me for 4 months in the closed center because the asylum procedure doesn't work with me. They say you have to go back to your country. But my country, it's Palestine. As I'm a Palestinian, it's not allowed for me to enter there. And when you were in the closed camp? I was since 97. I was for 4 months in Stino Korzi. I was there, and they tried to send me back, but it was not possible. And then you hope that you will be free? Yes, From, that's the closed camp. all my hope was that to become free. After 4 months, they opened the door for me and they say, you are free man, but you have 5 days to leave Belgium. At the same time, I have paper, it's not allowed for me to enter 9 countries, Germany, Italy, and all 9 countries. And then I ask myself what I have to do, where I have to go, and then I go back, and I said, I refuse to go out of the jail. I say, because I cannot go nowhere. And when they said you to leave, you have 5 days to leave the country. Also, what was your feeling? It was so hard. It was very bad, because I thought that all my life I will be a refugee and I cannot stay in one country. Understand? From this place to other place. I share also your feelings, because yes, the situation, my situation. you understand, to say to a person to leave a country in 5 days. Yes. In 5 days. Yes. Without any helping. Yeah. They just open the door and they drop you in the street and they say you have to leave this country. In 5 days. Yes. It's not possible. Yeah, this is the law here in Belgium. And then they send me to the center, to the open center, and I stayed there about 2 years, waiting my procedure. I go to the commissariat 27 times. I have to go to make an interview 27 times, and after they give me positive, the first positive. And then I start to look for an studio, and my life starts to go on better. And then I find work. I work with the Hero, and then I work with the company of the Renault. But I come here to the center to ask if I could work as a volunteer 1 day or 2 days a week, and they are agreed. And this is why I do my job, and I like it, because I know these people, how they can feel. Le CVB, en collaboration avec l'ACC, lance un appel à projet. Le thème est mensonges et secrets. Si vous êtes intéressé, si vous avez des idées, des synopsis, n'hésitez pas. Vous nous les envoyez au site qui s'inscrit ci-dessous à la rubrique concours.